1997, saison 10, épisode 8. Chase, la tombe du créateur est profanée. Résumé des épisodes précédents. Cape Blanche à Cap Rouge 1. Cape Blanche se matérialise à Paris le 19 juin 1997 et se retrouve face à Stéphane Fèvre lui-même, âgé de 13 ans. C'est la scène d'ouverture de l'épisode pilote de la série. À Cap Rouge, au Canada, les habitants se préparent pour le festival annuel. Chacun a revêtu une panoplie de Cap Rouge. Franck Fèvre y fait une importante conférence de presse. L'homme n'a jamais été dans l'espace et il a en sa possession des documents qui le prouvent. Depuis longtemps déjà, il prépare avec les fonds de la FCM, dans le plus grand secret, une expédition spatiale, la première. Les Fèvres doivent être les premiers hommes à aller dans l'espace et devenir la première famille à vivre sur une base lunaire. Tous se préparent pour le grand voyage. Cette annonce est relayée dans le monde entier. Jasenkovitz, lui, confie à son voisin M. Stoker que la figurine de Cap Rouge qu'il lui a confiée serait magique, capable d'exaucer son vœu le plus cher, faire venir un justicier sur Terre pour le protéger de sa mère. Et justement, Cape Blanche arrive à Québec pour rejoindre les membres de sa famille. En janvier 2010, Juliette Fèvre se présente chez un vieil Indien pour altérer sa mémoire à court terme, effacer le souvenir du changement d'état de Stéphane Fèvre et de son second voyage à Morbosa pour protéger l'équilibre des univers. Madame Stoker se rend sur l'île et retrouve Henri. Ils sont à la recherche de Stéphane, mais Tessis est incapable de le localiser. Cape Blanche à Cap Rouge 2. 20 juin 1997. Franck Fèvre prétend que Dieu guide ses pas. C'est lui qui lui a dit où avaient été tournés les prétendus vols spatiaux qui l'a guidé dans la conception de son vaisseau spatial, sorte de nouvelle arche de Noé. Le commandant Armstrong avoue à la presse que ces affirmations sont authentiques. L'homme n'a jamais été dans l'espace. Les différents voyages spatiaux qui ont eu lieu jusque-là n'étaient que des fumisteries, des mensonges des États-Unis relayés par la suite par les pays du monde entier. L'argent qui servait officiellement à financer les 10 voyages était en fait détourné par ses dirigeants. Partout dans le monde, les peuples se révoltent. Juliette Fèvre, âgée de 13 ans, fuit la tour FCM de Cap Rouge. Elle ne veut plus aller dans l'espace. Stéphane Fèvre va trouver Franck pour le faire chanter. Il lui dira où se cache Juliette s'il accepte que Cape Blanche vienne avec lui sur la Lune. Il est désormais convaincu que le justicier n'est autre que lui-même venu du futur pour le sauver. Franck n'a pas d'autre choix que d'accepter et fait une déclaration aux médias. Il souhaite que Cape Blanche se présente au plus vite à la tour FCM. Évidemment, à cause du festival, les imposteurs se comptent par centaines. Stéphane finit cependant par reconnaître le vrai sauveur parmi les usurpateurs d'identité. Cape Blanche doit à présent convaincre Franck de l'amener avec lui. Son but est de rester auprès des membres de sa famille où qu'ils aillent. Pour ce faire, il n'hésite pas à prétendre être Dieu afin de déstabiliser son oncle. Auparavant, Cape Blanche s'est rendu chez M. Stoker. Il a fait la connaissance de Jasenkovitz, mais en dépit du fait que sa mère le frappe, il semble l'avoir abandonné à son sort, refusant de se mêler de la vie des gens de cette terre. En janvier 2010, Juliette s'interroge sur sa perte de mémoire, mais son mari psychiatre refuse de l'aider. Consultation terre-à-terre. Une nuit de janvier 2010, des patients grièvement blessés dans la journée et présentant des changements d'état très étranges sont hospitalisés au CHU de Cannes. Entre autres, une femme ayant changé de couleur de peau, une femme métal, un homme avec une tête d'animal et un enfant tiroir dont les intestins sortent sans prévenir, dont le nom est Jekan Kivots. Jérémy Nolin, psychiatre, et David Fèvre, psychologue, sont chargés de leur parler. Alors que l'hôpital est fermé par mesure de sécurité, Jérémy et David comprennent que les patients sont tous liés les uns aux autres. Ils ont fait des rêves qui se complètent. Dans ces rêves, ils ont vu les événements se déroulant dans un monde alternatif, la suite des faits racontés dans les 2 épisodes précédents. Le 21 juin 1997, le mensonge de Cape Blanche n'a pas fonctionné. Franck Fèvre le fait prisonnier. Lorsqu'il reprend connaissance dans une étrange bibliothèque menottée, Fabien Fèvre lui rend visite et lui apprend qu'il se trouve dans l'espace à bord de leur vaisseau, la tour FCM. Plus tard, Stéphane de ce monde, 13 ans, vient voir Cape Blanche et il lui apprend que Jasenkovitz est avec eux dans l'espace, caché dans la chambre de Juliette Fèvre. On apprend que Cape Blanche l'a enlevé de force à sa mère lorsqu'il a été rendre visite à M. Stoker. Jasen se présente à Cape Blanche et annonce qu'il va révéler sa présence à Franck et Fabien. L'enfant
Stéphane tente de l'en empêcher mais échoue. En 2010, au petit matin, des militaires emportent les patients de l'hôpital. Sylvain Febvre, redevenu directeur du CHU, saurait expliquer le phénomène vécu par les patients cette même nuit, mais il n'en dira rien à son fils et à son gendre. Cape Blanche et le passager clandestin. 21 juin 1997. Cape Blanche est hantée par le souvenir de sa rencontre avec Jacinthe Kovics. L'aide qu'il lui a fournie, son enlèvement forcé et finalement la mort accidentelle de sa mère qui, bien que violente, voulait l'en empêcher. Jacinthe s'est présenté à Fabien Febvre et à son tour a été fait prisonnier dans la bibliothèque. Fabien Febvre vient le trouver pour l'emmener vers Sylvain qui, en tant que médecin de la tour et scientifique, veut pratiquer des analyses sur ce corps venu du futur. Alors que Cape Blanche est maintenu fermement à une table d'opération, son sang pixelisé le défend malgré lui et tue Sylvain et Franck. Ils perdent connaissance. En découvrant leur cadavre, Fabien décide d'abandonner Cape Blanche dans l'espace. Avec son frère Aaron, il expulse hors du vaisseau, le condamnant à errer dans le néant pour l'éternité. En 2010, Jérémy Nolin avoue à Juliette Febvre qu'il pense qu'on a altéré sa mémoire. Son expérience récente avec les étranges patients de l'hôpital l'a convaincu. Ils pensent tous deux que Henri doit être lié à l'affaire. Ils pensent également possible que Stéphane existe dans un univers alternatif et feront tout pour le retrouver. Sur Morbosa, Madame Stoker et Henri reçoivent la visite de Nathanaël Febvre, financier de Tespis, qui recherche son frère, Cape Blanche devenu justicier immortel et surpuissant, afin de prendre par la force le pouvoir sur la France. Mais, de retour en 1997 sur la tour FCN, Stéphane réalise qu'il s'est imaginé toutes ces choses. La présence de Jacinthe Kovics qu'il a laissé en fait aux mains de sa mère, ses super-pouvoirs détenus par son sang et qui aurait tué Franck et Sylvain, et les recherches de Juliette, Jérémy, Henri, Madame Stoker et Nathanaël. Nul n'est à sa recherche et il est seul dans l'espace avec des gens qui l'ont fait prisonnier et s'est inventé différentes réalités pour contrer cet état de fait. Conclusion. Alors que les choses s'arrangent peu à peu pour Cape Blanche, la relation avec ses geôliers s'améliore, une météorite vient percuter de plein fouet les étages supérieurs de la tour FCN. Beaucoup sont morts, d'autres sont étrangement devenus agressifs. Cape Blanche est attaquée par Fabien Febvre qui semble possédé par une mystérieuse entité lunaire qui refuse que l'homme vienne vivre chez elle. Juliette le sauve de la mort en tuant son oncle. Séparément, ils se rendent au premier étage de la tour, là où se trouvent les vaisseaux de secours. Quand ils y sont enfin parvenus, ils découvrent que seul un appareil ne bénéficiant que d'une place est encore disponible. Les autres sont endommagés, Cape Blanche se sacrifie, il offre sa place à Juliette, elle quitte la tour qui explose. Cape Blanche est-il toujours vivant? Création. Cape Blanche, le justicier, est une fois de plus propulsé dans le temps et se matérialise dans une tranchée près de Verdun en 1917. Mais impossible de la quitter, la Meuse en crue d'un côté, les Allemands de l'autre. Là, il n'y a plus qu'un soldat français survivant qui semble résister face aux attaques allemandes. Ils vont se lier d'amitié, mais le soldat est-il réellement dans le camp des Français? Au cours de l'aventure, Cape Blanche rencontrera une infirmière qui donnera naissance à son grand-père, qui deviendra un tueur en série dans les années 90 et sera surnommé le Créateur. Charleston, 1927. Bernard et Bertrand Febvre ont grandi. Depuis 10 ans déjà, Cape Blanche s'est chargé de leur éducation en vue de changer le cours des événements. La naissance de Cap Rouge. Ils vivent tous trois reclus dans une grande propriété de la forêt domaniale de Verdun. Cependant, inexorablement, le caractère des jumeaux s'affirme. Si Bernard développe un talent incontestable pour la musique classique, le violon, Bertrand, lui, commet ses premiers actes criminels. Un après-midi, il met le feu à la voiture de leur voisin américain. Entre quête d'identité, complot, événements surnaturels, Cape Blanche devra s'armer de tout son courage pour extraire Bertrand de son sinistre destin. Et ce n'est pas la découverte de ses origines communes avec le tristement célèbre Al Capone qui lui apportera le moindre soutien moral. Un an s'est écoulé depuis la mort de Stéphane. Janvier 2011, matin, 4 rue du 4 novembre. Juliette Nolin est endormie, nue, dans le lit de sa chambre à coucher. Jérémy Nolin, apprêté, entre dans la pièce, sa casquette FCM à la main. Il observe silencieusement les cicatrices de sa femme. Juliette se réveille. Jérémy, quelle heure est-il? Tout juste 8 heures. Juliette passe une chemise de nuit posée négligemment sur une chaise à droite du lit. Tu es déjà habillée? Pourtant tu ne travailles pas aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, Juliette. Pourquoi prends-tu un air si grave? C'est que... J'ignore comment t'annoncer cela. Maman, c'est quoi? Jérémy s'assied à côté de sa femme.
La presse n'est pas encore au courant. De quoi parles-tu, Jérémie? Mais quand ma sœur saura ce qui est arrivé, elle voudra en faire une exclusivité pour sa taxe TV. Et là, tu m'inquiètes, Jérémie. La police a téléphoné ce matin à Juliette. La police? Mon Dieu, quelqu'un est mort? Jérémie observe les initiales de sa casquette. Non, personne n'est mort. C'est au cimetière où sont enterrés les membres de ta famille, que... Seigneur, je crois rêver. On a profané une tombe, n'est-ce pas? Laquelle? Celle de Bertrand. Mon grand-père? Jérémie prend sa femme dans ses bras. Elle est terrorisée. Jérémie, qui a pu faire une chose pareille? La police ne sait pas encore, Juliette. Et qu'est-il arrivé précisément? Le corps de Bertrand a disparu. Comment? On a volé son cadavre. C'est une plaisanterie? Non, et ce n'est pas tout, Juliette. Juliette s'écarte de son mari et se lève bouleversée. Quoi encore? Nous avons reçu un colis à l'instant. Il t'est adressé. Qui est l'expéditeur? Bertrand. Juliette regarde les cicatrices sur ses épaules. Comment cela pourrait-il être possible? Il est mort, voyons. Tué par M. Zenoun d'une balle en pleine tête. Son crâne a explosé lors de l'impact. Il ne peut pas être en vie. Il a pu demander à quelqu'un de t'expédier ce paquet à une certaine date. C'est une éventualité que tu ne peux pas écarter. Où est ce colis? Je l'ai posé sur la table du salon. Il faut que je l'ouvre. Tu ne devrais pas. Il est peut-être piégé. Juliette disparaît précipitamment par la porte entrouverte de la chambre. Piégé ou pas, je veux savoir ce qu'il contient. Jérémie rejoint Juliette dans le couloir. Quand David a reçu un colis de son grand-père, c'était pour lui annoncer l'enlèvement de Romaric. Et s'il voulait me kidnapper? Je ne le permettrai pas. J'ai failli te perdre une fois, je ne recommencerai pas. À l'époque, tu n'avais Dieu que pour Virginie. Aujourd'hui, elle est en prison et c'est avec toi que je suis marié. Jérémie, rassure-toi. Je ne laisserai personne nous prendre ce que nous avons si péniblement bâti, toi et moi. Pas même mon grand-père. 1937. 4 décembre. Soir. Québec. Cap-Rouge. Bertrand Fèvre, maintenant âgé de 20 ans, portant un costume de golf et une casquette, quitte l'église Saint-Félix de Valois rapidement. Un prêtre en habit le rejoint sur le parvis. Monsieur Fèvre, je vous en prie, ne partez pas. Laissez-moi, mon père. Je vous en prie, écoutez-moi. Le prêtre arrive à la hauteur de Bertrand et saisit son bras droit. J'ai à vous parler. Lâchez-moi. C'est important. Ne me touchez pas, mon père, je ne le répéterai pas. Obéissez, vous ne savez pas ce dont je suis capable. Le prêtre lâche son emprise. Vous devez trouver un autre métier à exercer, Bertrand, je vous assure. Pourquoi? Vous n'êtes pas fait pour entrer dans les ordres, je suis désolé. Qu'en savez-vous? Je travaille au service des vocations depuis 13 ans, vous n'avez pas le profit de l'emploi, croyez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne saurais pas vous dire, mais vous n'êtes pas fait pour devenir prêtre. Je veux savoir, en quoi suis-je incompétent? J'ai lu ma Bible, j'ai la foi, je suis pratiquant. Que voulez-vous de plus? Il y a quelque chose en vous que je ne saurais qualifier. Quelque chose de dangereux. Dangereux? Sur quoi vous basez-vous pour dire une telle chose? Votre regard. Votre mauvais regard. Bertrand saisit le prêtre à la gorge. Des passants assistent à la scène, immobile. Je pense que nous devrions cesser là cette charmante discussion, mon père. Bertrand serre tant le prêtre qu'une veine apparaît sur son front. Vous voyez, Bertrand, c'est précisément de cela dont je voulais vous parler. Vous êtes impulsif, violent, caractériel. Si je m'écoutais, je vous ferais taire à tout jamais. J'ai raison, et vous le savez parfaitement. Le prêtre tombe à genoux. Bertrand retire sa main. Vous êtes intelligent, Bertrand. Changez de voie. Essayez de devenir juriste ou médecin. Vous en avez les capacités. Allez vous faire voir. Bertrand donne un violent coup de pied au visage du prêtre qui se tord de douleur. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Je suis sûr que si, mais vous avez oublié. Non, je n'oublie jamais rien. Est-ce que vous me menacez? Bertrand se dirige vers une Citroën Torpedo rouge et noire. Il monte dans la voiture. Vous me verrez cher cet affront, mon père. Vous allez le regretter amèrement, votre geste. Janvier 2011. Matin. 4 rue du 4 novembre. Juliette Nolin et son mari se tiennent debout devant la table du salon. Jérémie Nolin s'empare d'un colis brun de taille moyenne, posé devant eux. Je te le répète, chérie, tu ne devrais pas l'ouvrir. Si tu avais passé plusieurs années de ta vie captive de Cap-Rouge, tu n'aurais pas peur d'un simple paquet. Je pense que si, justement, parce qu'il vient d'outre-tombe. Juliette lève le colis. C'est léger, non? Je ne pense pas qu'il contienne une bombe. Peut-être une poudre toxique. Avec Bertrand, il faut s'attendre à tout. Je prends le risque. Et cette petite aventure doit rester entre nous. Je ne comprends pas. Le but de Bertrand, en m'envoyant ce paquet, est de semer de nouveau la terreur en ville. Et je ne laisserai plus jamais cela arriver. Juliette commence à ouvrir le colis.
Et que voudrais-tu que je croie? Que Bertrand avait un autre complice? Je ne sais pas. Qui était cet homme que Alissa a rencontré lorsqu'elle t'a délivré? Qui a-t-elle combattu? Ce n'était pas Bertrand. Je vois. Selon toi, c'était quelqu'un d'autre? Et des années après la mort de mon grand-père, il surgirait du néant? C'est ridicule. On connaît tous ces éléments de l'affaire à présent. Bertrand a détourné l'argent d'un convoi nazi. Normal a su par Jack Carter et a fait de lui le créateur. Il s'est associé à Viviane et Suzanne. Fin de l'histoire. Et comment Jack Carter a-t-il su pour Bertrand? Il a dû le lui dire, je suppose. Bien sûr, au cours d'une conversation, Bertrand a confié à son associé américain qu'il avait détourné l'argent d'un convoi nazi. Une petite confidence autour d'une tasse de thé. Oui? Non, je ne pense pas. Quelqu'un a averti Jack Carter. Mais qui? Juliette s'empare à nouveau du paquet. Regarder à l'intérieur nous mettra peut-être sur la voie. J'ai surtout peur de ce que tu risques d'y trouver. 1937. 4 décembre. Nuit. Québec. Cap-Rouge. Le prêtre qui a conversé précédemment avec Bertrand Fèvre se trouve devant l'autel de son église. Il allume des cierges. Un bruit retentit derrière lui, comme un banc déplacé. Le prêtre se retourne. Qui est là? Une silhouette au loin est assise sur un banc. Qui êtes-vous? L'église est fermée. Comment êtes-vous entré? Le prêtre hésite à approcher de la silhouette. Êtes-vous un paroissien? La silhouette se lève. Je vous demande de sortir. Vous n'avez rien à faire ici. La silhouette s'approche du prêtre. Cela, mon père, il me semble que vous me l'avez déjà dit. Oh oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. Bertrand? Oui. Qu'êtes-vous venu faire ici? La silhouette approche, menaçante. Je vais te signer comme un porc, pauvre con, et te clouer vivant au tracel. C'est une plaisanterie? Ça va faire mal. Bertrand, êtes-vous fou? Le prêtre distingue enfin l'individu. Il porte le costume de Cap-Rouge et un masque de loup, semblable au visage d'Al Capone dans l'épisode précédent. Pourquoi êtes-vous déguisé, monsieur Fèvre? J'aime porter ce visage. Il me rappelle mon père. Reculez! Cap-Rouge sort un scalpel de la poche de son costume. Je vais te regarder te vider de ton sang. Vous ne me toucherez pas. Et que feras-tu pour m'en empêcher? Le prêtre tente de s'enfuir en direction d'une porte latérale, mais Cap-Rouge se jette sur lui. Il le plaque au sol. J'aurais fait un bon prêtre, pauvre fou. Mes homilies vous auraient convaincu si seulement vous m'aviez laissé ma chance. Si vous me tuez, tôt ou tard, on vous retrouvera. Oh non, je suis quelqu'un de brillant. Vous l'avez dit vous-même, n'est-ce pas, mon père? Je ne me ferai jamais prendre. Ni demain, ni dans 1 an, ni dans 30 ans. Je suis trop intelligent pour cela. La police vous retrouvera. Elle ne m'a jamais retrouvé avant. Avant? Qui a dit que c'était là mon premier meurtre? Vous mentez. On n'a jamais arrêté Jack l'éventreur. Pourquoi mettrait-on la main sur moi? Cap-Rouge commence à tailler lentement le visage du prêtre. Janvier 2011, matin, 4 rue du 4 novembre. Juliette Nolin glisse sa main à l'intérieur du paquet. Elle en sort un masque de loup. Jérémy Nolin s'en empare stupéfait. Qu'est-ce que cela signifie, Juliette? Pas la moindre idée. Cap-Rouge ne portait pas un tel masque. Non, le sien était blanc ou argenté. Pourquoi un animal? Cela, je pense que lorsque nous le saurons, nous aurons enfin tout compris à cette affaire. Jérémy pose le masque sur son visage. Il faut prévenir la police, Juliette. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose dans ce colis. 1937, 9 décembre. Soir, Québec, Cap-Rouge. Cap-Blanche entre dans une chambre à coucher. Bernard Fèvre y est allongé, en costume 3 pièces. Un médecin en blouse blanche, assis sur une chaise, prépare une injection. Bonjour, Bernard. Oh mon Dieu, père, c'est vous? Oui, mon fils. Oh, vous m'avez tant manqué. Cap-Blanche traverse la pièce pour rapprocher de Bernard. Je vous demande pardon, père. Pourquoi? Je ne peux pas me lever pour vous saluer. Ce n'est pas ta faute, Bernard. Malgré tous mes efforts, depuis 10 ans, je n'ai jamais pu me lever. Ce n'est pas à toi d'être navré, c'est à moi. J'aurais dû te protéger, je n'ai pas su le faire. Si, pendant 10 ans, vous avez veillé sur nous et il ne nous est rien arrivé, jusqu'à l'épisode de l'incendie de la voiture de notre voisin américain. C'est lui qui m'a abattu, mais je n'ai jamais su son nom. Me le direz-vous un jour? Non, non, Bernard. Certaines choses sont faites pour rester secrètes. Vous aimez tant les secrets, père? C'est faux, je les exècre. J'ignore qui est ma mère. Je ne sais rien de l'homme qui m'a blessé, et cela à cause de vous en partie. Je cherche à te protéger. Ou bien est-ce vous que vous protégez? Bernard, immobile, s'étouffe. Le médecin se lève. Poussez-vous, monsieur, dit-il. Cap-Blanche s'écarte. Restez calme, Bernard, reprenez votre souffle.
C'est cela. Voilà. Le médecin fait une injection à Bernard. Qui êtes-vous, docteur demande Carte Blanche. Sans répondre, le médecin retourne s'asseoir. Il s'appelle Chase, répond Bernard. Il veille sur moi depuis plusieurs années. Combien de temps cela fera-t-il à Noël, Chase? 4 ans, Bernard. 4 ans déjà. Comme le temps passe. Pourquoi me parlez-vous de lui, père? Carte Blanche se tourne vers Chase et lui tend sa main droite. C'est son comportement qui m'a intrigué. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? C'est plutôt ce qu'il n'a pas fait. Je viens pour la première fois dans ta maison, il voit mon costume et il n'a pas l'air surpris. C'est bien normal, il sait qui vous êtes. Comment? Mais mon existence doit rester secrète. Elle l'est, c'est que... J'avais pourtant été clair. Jamais vous ne deviez parler de moi, ni toi, ni ton frère. Chase et Carte Blanche se serrent la main. Ce n'était qu'une petite exception. Que pourrait-il arriver? Que n'est-il pas déjà arrivé? Carte Blanche avance vers une large bibliothèque. Ton état de santé ne t'empêche pas de travailler, Bernard, à ce qu'il paraît. Qu'en savez-vous? Je ne t'ai certes pas vu depuis 10 ans, mais j'ai pris mes renseignements. Tu travailles pour un journal, c'est cela? Oui, un quotidien national appelé Syntaxe. J'écris des romans feuilletons. Enfin, disons plutôt que je les imagine et ensuite Chase les écrit pour moi et les envoie au journal. Décidément, Chase, t'es indispensable. Peu importe, je suis fier de toi, Bernard. Tu es adulé par de nombreux lecteurs, c'est bien. Merci. Pourquoi as-tu pris un pseudonyme? Je préfère rester discret. Je n'ai pas envie qu'on enquête sur mon passé, notre passé. Carte Blanche s'empare d'un exemplaire de Syntaxe posé sur la bibliothèque. Père, je me réjouis de vous voir. C'est pour moi un véritable bonheur, vraiment, vraiment. Mais au fond, pourquoi êtes-vous ici? Carte Blanche présente à Bernard la une de l'exemplaire de Syntaxe. Le père Valois, découvert crucifié sur le tracel de Cap-Rouge. Ça te parle? Oh, vous êtes ici pour cette horrible histoire? Oui, Bernard. Mais en quoi êtes-vous concerné? Les témoins prétendent que ton frère s'est disputé avec la victime le soir du meurtre. Oh oui, c'est ce qu'on a dit, mais les gens parlent sans savoir. Je connais mon frère. Il devait certainement avoir une bonne raison de venir aux mains avec un homme d'église. Mon frère a toujours de bonnes raisons. Père, soupçonneriez-vous Bertrand d'avoir tué ce pauvre homme? D'autres témoins ont dit qu'ils avaient aperçu une silhouette rôdant devant l'église. Un homme vêtu d'une cape rouge et d'un masque de loup. Étrangement, ce costume m'a fait penser à moi. Bertrand est innocent, j'en suis certain, père. Carte Blanche tend le journal à Chase. Est-ce que tu le protèges, Bernard? Qui? Bertrand? Non, non. Pourtant, tu lui as fourni un alibi. Je n'ai pas menti. Il était chez moi le soir du meurtre. Il a pu partir pendant que tu dormais? Non, nous avons parlé toute la nuit. Le hasard fait décidément très bien les choses pour Bertrand. Demandez à Chase si vous ne le croyez pas. Il ne nous a pas quittés. Carte Blanche se tourne vers Chase. Alors, Chase, mon fils me dit-il la vérité? Pour tout vous dire, je n'aime pas Bertrand, mais oui, il était là la nuit du 4 novembre. Vous ne mentez pas? Chase sourit de nouveau. Il observe la première page du journal. Janvier 2011. Matin. 4 rue du 4 novembre. Juliette Nolin sort des polaroïdes du colis qu'elle tient entre ses mains. Elle les tend à Jérémie Nolin qui les regarde incrédule. On dirait que c'est toi, Juliette. Oui. Oui, Jérémie, dans cette maison où j'étais détenu. On t'a prise en photo. Jérémie présente une photographie à Juliette. Elle y figure nue, pendue par les pieds à une corde en liège solide, dans la chambre où Alyssa Hoffman Carter l'a sauvée. Voir la saison 7. Quel monstre! Il a pris un malin plaisir à immortaliser ces petits moments. Juliette. Qu'y a-t-il? Sur celle-ci, on voit Cap Rouge. Vraiment? Juliette prend la photographie entre ses mains tremblantes. Et oui, Juliette. Et comme tu peux le voir, Cap Rouge, il porte un masque de loup. 1937, 9 décembre. Soir. Québec. Cap Rouge. Il commence à neiger. Bertrand Fèvre, qui porte le même costume de golf, attend quelqu'un adossé aux portes fermées de l'église Saint-Félix. Carte Blanche surgit d'un coin sombre apparent. Tu es venu, Bertrand. Oui, père. J'ai reçu votre télégramme ce matin et j'ai vu que vous me donniez rendez-vous ce soir. Avez-vous déjà rencontré Bernard? Oui. Que voulez-vous? Est-ce toi qui as tué ce prêtre, Bertrand? Mais non! Quelqu'un l'a fait pourtant, mais ce n'est pas moi. Carte Blanche s'approche de Bertrand et chuchote à son oreille. Moi, je pense que c'est toi qui l'as fait. Vous m'avez toujours vu comme la brebis galeuse, père, mais je n'ai jamais tué personne.
Tu t'es disputé avec ce frère le soir du meurtre. Si j'avais eu une raison valable de le tuer, je n'aurais pas fait après cette altercation, pas le soir même. Tu as pu céder à une pulsion. Vous ne pouvez pas m'accuser sans preuve, père. Des preuves j'en ai, et elles sont nombreuses. Bertrand tousse Cape Blanche. C'est impossible. Aussi, je t'assure, mais elles ne sont pas exploitables. Ah oui, et pourquoi, père? Les meurtres n'ont pas encore eu lieu. Vous m'accusez d'homicide futur. Tu vas torturer des gens, Bertrand. Tu vas les tuer sans le moindre scrupule. Jamais je ne ferai ça. Si, malheureusement, et ce malgré tous mes efforts. J'étais avec mon frère le soir du meurtre. Je pense que c'est un mensonge. Il y avait également cet étrange médecin avec nous. Chase, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, Chase, il confirmera que j'étais avec eux toute la nuit. Il l'a déjà fait, mais je ne le crois pas. Ils mentent tous pour te protéger, et je le prouverai. Vous ne prouverez rien du tout, car je suis innocent. La Blanche s'éloigne en direction du poisson. Vous entendez, père? Je suis innocent. Tu ne l'as jamais été. Janvier 2011, matin, 4 rue du 4 novembre. Juliette qui a entre ses mains le Polaroid où Cap Rouge apparaît avec un masque de loup. Jérémy Nolin pose le masque sur la table et s'empare de son téléphone portable accroché à sa ceinture. J'appelle la police, Juliette. Nous avons perdu suffisamment de temps. Tu me comprends, ce n'est pas contre toi, mais il faut le faire. Oui. Oui, Jérémy, tu peux appeler maintenant. Écoute, Juliette, je suis désolé. Je sais que tu aurais voulu garder ça pour toi, mais ce que je redoute, c'est de vivre de nouveau dans la peur, Jérémy. Il faut affronter ta peur, Juliette. Très bien. Soudain, Jérémy s'empare du Polaroid que tient Juliette. Chase? Chase? Qu'est-ce que cela signifie? Chase? Où as-tu vu ça? Regarde. Jérémy retourne le Polaroid que tient sa femme. Au dos, en bas, à droite, figure en tout petit caractère le mot Chase, écrit à l'encre rouge à la main. C-H-A-S-E. 1937. 10 décembre. Jour. Québec. Cap-Rouge. Mia, voir l'épisode précédent, attend un client en petite tenue devant un bar malfamé. Cap Blanche paraît dans une ruelle. Bonjour Mia. Vous? Surprise de me voir, n'est-ce pas? Depuis quand êtes-vous en ville, monsieur? Je ne suis arrivé qu'hier. Vraiment? Pourquoi? Vous me suspectez d'avoir tué ce pauvre prêtre? Pourquoi pas? Ce costume est assez semblable au vôtre. Je parle de celui que portait cet homme mystérieux aperçu le soir du meurtre. Je n'étais pas en ville à l'époque. Personne ne pourra le confirmer. Qui me dit que ce n'est pas vous qui étiez là aussi il y a 3 ans? 3 ans? Mais Mia, pourquoi me parlez-vous de ce qu'il se serait passé il y a 3 ans? À cause des meurtres. Quels meurtres? Les premiers meurtres. Les premiers. La police a étouffé l'affaire, mais moi je sais ce qu'il en est. Comment pourriez-vous être au courant? Je ne sais pas si c'est ma rencontre avec le père des jumeaux qui a fait de moi une passionnée des histoires morbides, mais oui, je suis au courant de toute l'affaire. J'ai enquêté. Cap Blanche attrape Mia par le poignet et la tire dans la ruelle sombre. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle théorie farfelue? Il n'y a eu qu'un meurtre ici. Ah non. Ah non, 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 non. Cela, c'est ce que les autorités veulent nous faire croire. Pourquoi? Pour éviter la panique, je ne sais pas si les gens savaient. Savaient quoi? Mia repousse Cap Blanche. La mort du prêtre n'est que le début. Le début de quoi? Le début d'une nouvelle vague d'homicides. Il y a eu celle de 1933, et 3 ans plus tard, celle de 1936. 1933, 1936. J'ai les preuves chez moi. La police a muselé la presse. Syntax a été obligé de prétendre qu'il s'agissait de disparitions mystérieuses. Mais c'est en fait l'œuvre d'un tueur en série. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous rien dit? Je ne veux pas être tué. Vous préférez laisser ces pauvres gens se faire assassiner? Parfaitement. Ma vie a plus de valeur que la leur. Cap Blanche gifle Mia. Je suis venu vous voir pour savoir si vous pensiez que Bertrand pouvait avoir commis le meurtre de ce prêtre, mais les choses ont changé. Dites-moi ce que vous savez, Mia. Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas vous, l'assassin? Si réellement c'était moi, vous seriez morte il y a 10 ans, Mia. Vous avez fait un lien avec ces crimes, pardon. Vous avez un lien avec ces crimes, c'est évident. Mia s'assied sur une poubelle, les jambes croisées. Dès le premier meurtre, enfin, celui que je crois être le tout premier, des témoins ont parlé d'un individu déguisé qui se trouvait dans les environs. Un homme habillé en noir, vêtu d'une cape rouge. À partir de cet instant, je me suis intéressé de près à cette affaire. Donc, Mia. Si je vous suis bien, la première vague de meurtre a eu lieu en 1933, c'est ça? Oui, c'est ça. Les victimes habitaient Cap-Rouge, mais ne semblaient pas avoir de lien entre elles. Quels étaient leurs noms? Vaughan, Guérard,
Marzan, cela ne me dit rien. Oui, je ne sais pas moi. En 1936, c'était une mention. Baker, Eve, cela ne m'évoque rien non plus. J'ai eu beau chercher des correspondances entre ces personnes, une cape blanche, mais je n'ai rien trouvé. Vous m'en avez déjà appris beaucoup. Contente d'avoir pu vous aider. Vraiment. Je peux y aller maintenant ou vous allez encore me reprocher ce qui est arrivé au père Rob? Au père Rob? Oui, au père Jacob Rob. Jacob? Oui, c'était le prénom du prêtre assassiné. Jacob? Jacob. Eh bien, bon Dieu. Quels étaient les prénoms des premières victimes? Oh, carte blanche. Les prénoms. Laissez-moi me souvenir. Je crois me souvenir qu'il y avait une Béatrice, un Franck, un Fabien, un Sylvain. Oui, oui, c'est ça, Sylvain. Comment le savez-vous? La deuxième salve de victimes. Leur prénom n'était-ce pas David, Audrey, Virginie? Si. Merde. Merde. Mais que se passe-t-il, Cale Blanche? C'est bien Bertrand qui les a tués. Comment le savez-vous? Ses prénoms. Ses prénoms, ce sont ceux de ses propres enfants. Ce fou Bertrand a donné le nom de ses victimes à ses propres enfants et ses petits-enfants. Mais Bertrand n'a pas d'enfants. Il n'a pas encore d'enfants. Comment ça, pas encore? Janvier 2011, matin. Cannes, cimetière Est. Juliette et Jérémy Nolin se tiennent devant la tombe déterrée de Bertrand Fèvre. À côté d'eux, des policiers encerclent le terre et ventre. Tu peux me dire ce qu'il est advenu du corps, Jérémy? Non, je n'en ai pas la moindre idée, Juliette, et les policiers ne savent pas non plus, d'ailleurs. La police n'a jamais été capable de rien. Il nous a fallu un ministre pour nous venir en aide, et il l'a payé de sa vie. Oui. Pauvre Denise Wagner, Bertrand n'a pas eu pitié d'elle, ni d'elle, ni de ses enfants qu'il a sauvagement torturés. Oui. Oui, Juliette, je me souviens. Un policier arrive en courant près de Juliette. Madame Fèvre? Madame Nolin, désormais. Je m'appelle Madame Nolin. Je suis mariée. Pardon, Madame Nolin. Pardon. C'est mon chef qui m'envoie. Il m'a dit de vous prévenir. On a retrouvé le corps de votre grand-père, mais vous ne devinerez jamais où. Dites toujours. Dans un autre cimetière de la ville. Un autre. Dans un de vos caveaux familiaux. Lequel? Celui de son frère. Celui de Bernard Fèvre. Bernard? 1937. 10 décembre. Nuit. Québec. Cap-Rouge. Chase est assis sur la même chaise que précédemment. Bernard Fèvre est allongé dans son lit endormi. Cale Blanche entre dans la pièce. Encore vous, s'exclame Chase. Taisez-vous, docteur, je dois parler à mon fils. Il ne vous parlera pas, Cale Blanche. Il dort. Je lui ai fait une injection il y a moins d'une heure. Vous avez menti, docteur. Bertrand n'était pas avec vous le soir du meurtre. Mais bien sûr que si. Non. Mais si, mais quoi? Vous vous êtes absenté une heure ou deux, c'est bien ça? Vous les avez laissés seuls? Vous êtes dégoûtant. Dégoûtant en quoi? Vos fils, eh bien quoi? Que font-ils? Parlez à la fin. Enfin, vous voyez bien, La Blanche se laisse tomber dans son fauteuil. Vous mentez. Vous mentez encore. Non. Non, Cale Blanche. C'est ainsi depuis que je travaille pour Bernard. La première fois que je l'ai surpris, j'ai été choqué et puis je me suis... C'est horrible à dire, mais je me suis habitué. Votre fils paye bien, monsieur, alors... Vous êtes un monstre. Comment osez-vous dire des choses pareilles? Mon fils est impotent. Comment pourrait-il faire cela, à moins que ce ne soit... Non, vos fils sont consentants, tous les deux. Comment voulez-vous qu'un grand paralysé comme Bernard puisse... Enfin, vous voyez, il n'est plus paralysé. Qu'est-ce que vous racontez? Il ne l'était déjà plus lorsque j'ai travaillé à son service pour la première fois. Pourquoi Bernard cacherait-il son véritable état de santé? Oh non. Oh Seigneur, non, tout n'est pas ça. Ce ne serait pas pour tuer sans être soupçonné. Pas lui, pas Bernard. Tuer. Vous refusez de l'avouer, mais c'est bien cela, n'est-ce pas? Cale Blanche se lève et observe Bernard. Finalement, Bernard est comme son frère. Que dites-vous? S'exclame Chase. Bernard ne tue personne. Son frère peut-être, mais pas lui. Ouais. Avouez, pourquoi tue-t-il ces gens?
Bernard attend seulement de moi que j'espionne son frère pour son compte et que je sois son médecin personnel. Je ne sais rien d'autre. Monsieur Chase, vous êtes son complice. Sans vous, il ne pourrait pas agir. Pourquoi restez-vous auprès de lui? Vous devez bien avoir compris ce qu'il faisait depuis le temps. Je vous l'ai dit, il paye bien. Choisit-il ses victimes au hasard? Je ne l'ai jamais vu tuer personne, que ce soit très clair. Il se lève de son lit les soirs du meurtre, il s'absente et c'est tout. Mais vous êtes idiot, que croyez-vous qu'il fasse dehors? Je suis certain que le meurtrier est Bertrand, pas Bernard. Ouais, ou bien les deux. Que sais-je encore? Les gens que vous êtes chargés d'espionner, ce sont les futures victimes, n'est-ce pas? Oui, répond Chase. Je comprends tout. Ils utilisent une cape rouge en référence à la ville. Rouge. Son costume est le même que le mien. Il porte un masque de loup en souvenir de son père et pour continuer à tuer. Il crucifie ses victimes pour faire croire à un tueur fou qui assassine au hasard. Qui sont ces gens qui vous demandent d'espionner? Ils ont tous un rapport avec Bertrand, Blanche. Par exemple, parfois ce sont simplement des personnes que Bertrand a rencontrées au cours d'un dîner ou à l'église. Mais Bernard est exclusif dans sa relation avec son frère. C'est fusionnel. Il ne supporte pas que quiconque s'approche de près de Bertrand. Alors il tue ces gens. Non, Blanche, je refuse d'y croire. J'ai élevé les jumeaux en les coupant du monde extérieur, des femmes notamment. C'était une erreur, tout est ma faute, il faut mettre un terme à ces meurtres. Je ne vous laisserai pas tuer Bernard, ce n'est pas à cela que je pense. À quoi? Il faut séparer les deux frères. Il faut les séparer maintenant. Bertrand doit quitter le Canada et aller vivre en France. Jamais Bernard n'acceptera de se séparer de Bertrand. Cela arrivera de toute façon, car c'est déjà arrivé. Ma grand-mère Isabelle ne devrait pas tarder à entrer dans l'équation et séparer les jumeaux. Dès lors, les meurtres cesseront. Vous n'avez pas de preuve que c'est lui l'assassin masqué. Se pourrait-il que votre fils le soit? Tant qu'il n'avoue pas, le doute profite à l'accusé, non? Écoutez, d'ici quelques instants, je serai parti, Chase. J'ai besoin de vous. Qui êtes-vous, Cape Blanche? Qui êtes-vous en réalité? Je veux le savoir. Je suis un témoin du passé. Cape Blanche commence à disparaître. Dès le départ, je n'avais aucune chance d'influer sur les événements. Aucune. Qui êtes-vous au juste? Quelle est ma véritable identité sous ce masque? Tout le monde veut le savoir, mais peu importe. Je veux seulement rentrer chez moi. Où est-ce chez vous? Loin. Terriblement loin. Chase, veillez sur Bernard, s'il vous plaît. Empêchez-le de commettre des meurtres avant qu'Isabelle ne surgisse dans la vie de Bertrand. Encore faudrait-il qu'il soit le tueur. Cape Blanche a disparu. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Chase s'approche de son patient endormi et prépare une nouvelle injection. Je sais que ce n'est pas toi, Bernard. Tu es innocent. Oui, tu es innocent. Janvier 2011, matin. Cannes, second cimetière, ouest. Les policiers parcourent le cimetière à la recherche d'indices. Juliette et Jérémy Nolin entrent dans le caveau de Bernard Fèvre. La tombe est ouverte, et le cadavre de Bertrand y est exposé avec celui de son frère. Je n'y comprends rien, dit Juliette. Au mur, le mot Chase a été écrit en lettres de sang. Chase, c'est un nom, non? Je crois, répond Jérémy. Juliette s'approche d'un policier. Où sont les autres membres de la famille? Les avez-vous prévenus? Bien sûr, répond le policier. Bien sûr, madame Fèvre. Je ne les ai pas vus. Ils sont rassemblés à la sortie du cimetière. Le lieutenant voulait d'abord avoir une discussion avec vous en privé. Avec moi? Oui, le voici qui arrive justement. Le lieutenant de police, un homme d'une cinquantaine d'années en imperméable noir, s'approche du couple, une lettre à la main. Bonjour, madame Fèvre. Lieutenant? Mes hommes vous ont dit que je souhaitais vous parler? Oui, mais j'ignore ce dont il s'agit. Entre les deux squelettes, nous avons découvert une lettre manuscrite. Elle est partie au labo, en voici une copie. Le policier tend la feuille de papier qu'elle tient à Juliette, qui la lit avec attention. De quoi est-il question? Demande Jérémy. Ça révèle le nom de l'homme qui m'a séquestré durant des années. Ça explique son mobile, la manière dont il s'y est pris. Mais de qui s'agit-il? De Bertrand, de Bernard, de ce fameux Chase? De l'un d'eux, Jérémy.
de l'un d'eux. Pardon. Juliette finit sa lecture, puis elle rend la lettre au lieutenant. Si je voulais vous voir avant les autres membres de votre famille, Madame Fèvre, c'est que je voulais votre avis. Nous ne sommes pas tenus de faire savoir à la presse ou à quiconque d'ailleurs ce que cette lettre existe. Je comprends, lieutenant, répond Juliette. Dois-je ou non consentir à faire éclater la vérité? C'est là votre question? Il n'y a que vous qui ne puissiez décider. Moi, je pense que vous devriez garder pour vous ces révélations. Nul n'a besoin de les connaître. Je vois. Mais vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Je préfère que nous ne disions rien. Jérémie se place entre Juliette et le policier. Attendez. Puis-je savoir de quoi il est question ici? Juliette répond. De la création de Cap-Rouge. Comment cela, s'énerve son mari? Bertrand a commis 2 séries de meurtres. Une en 1933, une en 1936. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, chérie. Tu ne veux rien me dire, c'est ça? Exactement. Alors débrouille-toi, moi je m'en vais. Jérémie quitte le cimetière pour en rejoindre la sortie. Le lieutenant s'approche des cadavres. Mademoiselle Fèvre, Mademoiselle Nolin. Madame Nolin, votre mari semble fâché. Le nom de ma famille a été suffisamment souillé. Il aurait sans doute aimé savoir que votre grand-oncle Bernard avait tué une douzaine de victimes par amour pour son frère dans les années 1930. Redonnons à Bernard la discrétion dont il a toujours bénéficié et laissons penser à tous que c'est Bertrand qui a organisé cette série de meurtres. Ainsi, ni Bernard ni Bertrand n'hériteront de la notoriété qu'ils ont tant désirée. C'est une belle vengeance, répond le lieutenant. Nul ne saura ce qu'a fait Bernard Fèvre, sauf ceux qui étaient ici aujourd'hui. Ce secret restera entre nous, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous désirez, répond le lieutenant. Juliette saisit le crâne de Bernard et celui en moins bon état de Bertrand dans la tombe. Ils étaient semblables, déclare-t-elle. Ils auront fini ensemble. Le lieutenant pose sa main sur l'épaule de Juliette. Une bonne nouvelle, cependant. Ils sont morts, tous les deux. Cette affaire n'annonce donc pas un retour de Cap-Rouge. Oui, nous en sommes enfin débarrassés, lieutenant. Pour un temps. Car Cap-Rouge revient toujours, n'est-ce pas? Non, lieutenant. Je pense qu'il est définitivement éradiqué. Et cette fois, je ne crois pas me tromper. Toutes les zones d'ombre ont été éclaircies. Alors c'est une affaire classée. Exactement, lieutenant. Classée. Juliette repose les crânes à leur place. À présent que tout danger est écarté, je vais rejoindre ma famille. Mais je vous en prie. Juliette quitte le caveau. Le lieutenant la regarde s'éloigner. Un policier s'approche de lui. Alors, lieutenant, qu'est-ce qu'on fait du cadavre de la victime? Toute la question est de savoir qui est la victime parmi les deux. Conclusion. 1933. Première série de meurtres barbares commis par Bernard Fèvre, à Cap-Rouge, au Canada. La police cache la vérité à la presse, qui ne parle que de mystérieuses disparitions. Des témoins évoquent la silhouette d'un inconnu à la Cap-Rouge au moment des meurtres. D'autres parlent d'un individu à tête de loup. 1935, 1936. Bertrand Fèvre s'éloigne de son frère jumeau et quitte le Québec quelque temps. Les meurtres cessent. 1936. Bertrand revient vivre au Canada. Seconde série de meurtres commis par Bernard Fèvre à Cap-Rouge. Même témoignage. La police n'en dit toujours rien à la presse. 1937. Dernier meurtre au Canada, celui du père Jacob Rohr. La presse s'empare de l'affaire puis retombe comme un soufflet. Bertrand rencontre Isabelle et retourne vivre en France. Bernard ne peut empêcher cet amour. Les meurtres cessent. Année 1940. Bertrand détourne un convoi d'or nazi. Il s'en vante dans une lettre auprès de son frère. Avec cet argent, il fonde la FCM et achète le Castel. Il épouse Isabelle, a ses premiers enfants et s'associe à Jack Carter. Seconde partie des années 1990. Bernard, toujours obsédé par son frère, avertit Jack Carter du détournement du convoi. Jack, néo-nazi, en informe ses supérieurs, entre autres personnes, Norma Denon. Création de Cap-Rouge, sur proposition de Bernard, tueur en série, à son effigie et aux couleurs du drapeau nazi. Alliance avec Viviane Fèvre et Suzanne Carrel. Premier meurtre en 1997. Seconde partie des années 2000. Peu avant le kidnapping de Juliette,
Bernard retrouve Bertrand et lui propose de devenir un nouveau Cap-Rouge. Il ne lui dit pas qu'il est responsable de sa dénonciation dans les années 1990. Il tue avec son frère et sent de nouveau l'extase d'être proche de lui. 2006. Bernard développe un cancer généralisé. Se sachant condamné, il avoue la vérité à son frère. Dans sa maison de campagne, Bertrand se venge et le tue. Fin.